Je présente un deuxième monument du service de dévoilement. Nous souhaitons la bienvenue à un homme. Je pense qu'il n'y a eu presque aucune AZK jusqu'ici où on n'a pas dit « Cette fois-ci, tu devrais inviter le professeur Daniel Ganser. » Aujourd'hui, il est parmi nous. Applaudissements pour Daniel Ganser. Avant qu'il monte sur la scène, j'aimerais bien le présenter pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Au début, quelque chose de personnel. Il est suisse, père de 2 beaux enfants. Je n'ai jamais vu les enfants. Mais on dit tel père, tel fils. Donc ils doivent être beaux. Daniel Ganser va nous montrer ce qui se passe dans les coulisses de la politique d'hégémonie et va parler de la stratégie de la guerre masquée. Pour qu'on connaisse ses compétences, voici brièvement quelques renseignements sur sa vie. Daniel Ganser est un historien suisse, chercheur dans les domaines de l'énergie et de la paix. Il est directeur de l'Institut suisse de paix, d'énergie, de marché et de sondage d'opinion. J'ai dit ça en allemand. Chez lui, le tout est écrit en anglais. Mais je vais vous épargner ça parce que si moi je le dis, ça ne va pas sonner très bien. L'abréviation est SIPER, S-I-P-E-R, et c'est à Bâle. Comme expert en énergie, il étudie le combat global pour le pétrole et le potentiel des énergies renouvelables. Son domaine est très vaste. Son curriculum vitae, le professeur Daniel Ganser est historien suisse, spécialisé dans l'histoire contemporaine après 1945 et dans la politique internationale. Les principaux domaines de ses recherches concernent la recherche sur la paix, la géostratégie, la stratégie de la guerre masquée. C'est là qu'on touche à nouveau notre sujet, l'hégémonie sur les ressources et la politique économique. Le professeur Daniel Ganser enseigne aux universités de Saint-Gall, Bâle, Zurich et Lucerne. À l'université de Saint-Gall, il enseigne l'histoire et l'avenir des systèmes énergétiques. Et à Bâle, il enseigne en formation post-diplôme l'analyse des conflits pour le combat global pour le pétrole. À l'université de Zurich et Lucerne, il est maître de conférences en histoire contemporaine. Pendant les années 2001-2003, il était Senior Researcher. C'est quelqu'un qui effectue des études pour la recherche du marché et l'analyse de sondages au Centre de recherche pour la sécurité de l'Université suisse, en abrégé EHT. En coopération avec le département fédéral suisse des affaires étrangères, EDA, il a étudié l'influence de la globalisation sur la guerre et la paix. Il était membre du groupe d'experts pour la promotion de la paix civile et le renforcement des droits de l'homme. Maintenant, j'invite le professeur Daniel Ganser de Bâle à monter sur la scène. Bienvenue. Nous sommes heureux que vous puissiez être ici aujourd'hui et que vous ayez accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Sazek. Bon courage pour votre présentation. Merci. Est-ce que j'ai une télécommande? Super. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Daniel Ganser. Je vous remercie cordialement pour l'invitation. Je voudrais être sincère avec vous. Pour moi, c'était difficile de venir et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Je suis à l'université, je suis avec les scientifiques. Et donc, j'ai reçu une invitation AZK. Je ne connaissais pas, j'ai fait une recherche Google et j'ai fait pareil pour M. Sazek. C'est ce qu'on fait aujourd'hui si on ne connaît pas quelqu'un. Alors, il est écrit qu'il est chrétien. J'ai pensé, d'accord, nous sommes dans un pays chrétien. Puis c'est marqué qu'il a 11 enfants. J'ai pensé, ils sont beaucoup, mais ça va aussi. Et alors on dit, il s'investit contre les guerres d'agression. J'ai lu beaucoup de choses, mais quand j'ai lu cette phrase, j'ai su, je vais y aller.
Ça veut dire qu'il y a des éléments qui nous rapprochent, mais vous devez aussi comprendre qu'il existe des éléments qui nous séparent. Et on veut les surmonter. Il faut avoir confiance en soi-même. Et dans ce qui était écrit, l'élément qui nous séparait était que M. Sazek serait un théoricien de conspiration. Et vous devez savoir que des collègues vont me le reprocher. Ils ne sont pas là en ce moment, mais ils vont voir ça et ils vont me dire, « Je t'ai vu sur Internet, où étais-tu encore ?» Je vais dire, « C'est un homme qui s'investit contre les guerres, donc il mérite mon respect. » Puis ils diront, « Mais est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'il dit ?» Donc je vais dire, « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. On s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui. » Et ils vont dire, « Oui, mais c'est un théoricien de la conspiration. » Et ça touche un point sensible chez moi, parce que moi aussi, j'étais attaqué comme étant un théoricien de la conspiration. Et là, j'aimerais vous expliquer que c'est douloureux. Je ne suis pas un théoricien de conspiration. Je suis un chercheur qui étudie la stratégie de guerre masquée. Et ce n'est pas la même chose. Dans la stratégie de guerre masquée, vous devez étudier le mensonge et la violence, ce qui est une combinaison déplaisante, mais elle existe. Et je me suis dit, je vais examiner cela. Et pendant un bout de temps, on m'a laissé faire tout seul, et on a trouvé super ce que j'étudiais, et ça n'a fait que monter à l'université. Mais à partir d'une certaine altitude, les problèmes ont commencé. Et on m'a seulement dit, « Nous ne souhaitons pas que vous vous exprimiez de cette manière. Nous ne souhaitons pas que vous étudiez ces choses de cette manière et que vous en parliez en public. » Et en réalité, on n'a pas pu me dire ce que j'ai fait faux par rapport aux faits. On a simplement dit que je suis un théoricien de la conspiration. Et ça, ce n'est pas drôle. J'étais affligé. Je suis un scientifique qui fait de son mieux pour faire un bon travail. Et si aujourd'hui vous voulez comprendre quelque chose au sujet de la division, alors le terme de théorie de conspiration est très important. Les gens sont divisés. Si on découvre quel genre de réflexion vous faites, le voisin va dire « Vous êtes un théoricien de la conspiration ». Et je voudrais vous encourager à dire que vous désapprouvez ce terme et que vous vous investissez pour la paix. Le terme ne contribue pas à l'établissement de la vérité. Il conduit à la division. Il est un terme de division. Moi, j'en suis l'exemple. Moi-même, j'en suis l'exemple. J'ai eu cette peur, je l'ai surmontée et aujourd'hui, je me trouve ici. Voilà, c'était l'introduction. Comme quoi, ce n'est pas si simple. Il existe toujours plusieurs niveaux de communication. Vous montrez beaucoup de bienveillance envers moi, mais la vidéo que d'autres vont voir va me causer beaucoup de malveillance. C'est comme ça, je le sais. Mais je suis prêt à accepter cela, car c'est quelque chose d'important. Je fais ça avec toutes les invitations. J'ai environ 50 conférences par an, et beaucoup viennent d'entreprises privées, de banques, de compagnies d'assurance. Ils veulent aussi savoir qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Quelques-uns sont des ONG, des gens qui s'intéressent aux énergies renouvelables ou des gens qui construisent des maisons solaires. Hier, j'étais en Autriche dans une entreprise d'énergie solaire. Avant, j'étais chez Volvo à Madrid. Ils veulent lancer un bus qui consomme moins d'énergie, etc. Il y a des discussions intenses et je pense que les gens devraient parler ensemble, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion, qu'ils aient un titre ou qu'ils n'en aient pas. C'était toujours le principe des mouvements pacifistes et c'est le même aujourd'hui. Il ne faut pas nous diviser. Maintenant, parlons des acteurs de la stratégie de guerre masquée. C'est mon domaine principal. J'étudie la stratégie de guerre masquée et c'est très rare qu'il y ait des scientifiques en Suisse qui s'engagent dans ce domaine bizarre. Les acteurs sont les forces spéciales. Ce sont les unités spéciales dans l'armée. On peut dire que ce sont les meilleurs de l'armée. Ils parlent différentes langues. Ils peuvent tuer sans que vous ne le remarquiez. Ils peuvent opérer derrière des lignes. Et c'est pourquoi il y a une fascination pour eux. On ne doit pas dire que c'est quelque chose qui n'intéresse personne. Par contre, il existe une très grande fascination pour ces unités spéciales. Ils ont leurs propres journaux, ils sont très présents sur Internet. Les deuxièmes qui exécutent la stratégie de la guerre masquée, ce sont les services secrets CIA, MI6, Mossad et d'autres.
Et ces deux unités sont des entités de l'État. C'est le point relativement décisif. Ils opèrent en fait avec les recettes fiscales, mais ils opèrent dans une zone qui est souvent illégale. Et là, on arrive dans cette discussion difficile pour la démocratie, où on se demande, est-ce que les deniers publics sont utilisés pour des causes illégales? C'est une discussion très complexe. Il y a une troisième catégorie que je n'ai pas inclue ici, ce sont les private military companies, comme les Blackwater, etc. Là, la stratégie de guerre masquée est transférée à une entreprise privée. Nous avons entendu de Jürgen Elsässer que selon la BND, selon le service de renseignement fédéral allemand, ces opérateurs opèrent en Ukraine. Nous savons qu'ils étaient actifs en Afghanistan et ils sont encore plus difficiles à contrôler parce que ce sont des acteurs privés, payés par exemple par le Pentagone. Ici, une image des Special Forces réelles. Mais en fait, ce dont nous nous préoccupons aujourd'hui, c'est plutôt cela. On communique la stratégie de guerre masquée par des jeux vidéo. Beaucoup de jeunes jouent à ces jeux vidéo. Ce jeu s'appelle Special Force Team X. Les Special Forces sont ces unités spéciales. Et donc, je dois me demander pourquoi un garçon de 12 ans joue à ce jeu. Et la réponse est « car ce jeu le fascine ». Mais ça n'a rien à voir avec la réalité dans le sens que ça ne clarifie pas les faits politiques réels. Mais ce sont seulement la fascination et l'attrait des gens qui sont comme canalisés dans un jeu. Tant que c'est un jeu, ça ne nuit pas au paysage politique. Il est vrai aussi que certaines unités spéciales sont partiellement entraînées par des jeux vidéo. L'autre contact que nous avons avec les unités spéciales ou les services secrets, c'est par le cinéma. Nous adorons les voir au cinéma. Ici, vous avez James Bond, un film très connu. C'est Daniel Craig. Il joue l'agent MI6, James Bond. Donc MI6 est le service secret et tout le monde voit au cinéma comment il descend les prétendus méchants. C'est toujours la même intrigue. Et vous voyez que les méchants changent rapidement. Pendant la guerre froide, il a toujours descendu les Russes. Et maintenant, il descend les musulmans. Et ça change constamment, et ça coule en nous, et on ne remarque pas exactement comment ça a changé. Mais ça veut dire que les clichés actuels de l'ennemi sont toujours intégrés dans la fiction. Autrefois, je n'ai pas du tout compris que c'était vraiment comme ça. Mais c'est justement cela. Moi aussi, j'aimais voir James Bond quand j'étais gamin. Je ne joue pas aux jeux vidéo, ce n'est pas de ma génération. Mais j'aimais voir ces films, et pendant longtemps, je n'ai pas réalisé quelle propagande entrait dans mon cerveau. J'ai vu aussi Top Gun, peut-être vous connaissez. C'est un film avec Tom Cruise. Il vole avec des avions de chasse, et je trouvais ça super. Je vous le dis franchement, j'étais adolescent et j'ai trouvé ça super. Plus tard, j'ai découvert que ce qu'ils veulent faire dans un film avec des porte-avions et des avions, alors ils doivent d'abord donner le scénario au Pentagone. Si le Pentagone dit « bon scénario », ils reçoivent les porte-avions et les avions, car normalement, ils n'en ont pas. Et si le Pentagone n'aime pas le scénario et dit « ce ne sont pas les bons ennemis », alors ils ne reçoivent pas d'avions. Donc ils peuvent en bricoler en carton-pâte, mais personne ne regardera leur film. De même, les unités spéciales réussissent bien au cinéma. Il y a ce film de Rambo. Rambo est bien sûr une figure de fiction. C'est un acteur comme Daniel Craig. Lui aussi, c'est un acteur qui n'a jamais tué personne. Rambo, Sylvester Stallone, lui non plus n'a jamais abattu quelqu'un en réalité. Mais dans les films, des milliers. Oui, dans le film, il joue le rôle d'un membre des Green Berets. Ce sont les bérets verts, une unité américaine. C'est-à-dire que je remarque qu'on a une grande fascination pour la stratégie de guerre masquée, mais dans 95% des cas en Europe et aux États-Unis, elle n'est traitée que de manière fictive. Et ce que j'essaie maintenant, c'est de quitter ce terrain de la fiction et d'entrer avec vous dans la stratégie de guerre masquée réelle, parce qu'elle existe. Donc, je vous prends avec moi, d'abord en Iran, en 1953, lors de l'opération Ajax. Je voudrais vous présenter ici comment la stratégie de la guerre masquée est appliquée aujourd'hui. Elle a été durant les dernières 60-70 années, et quels sont les résultats. Donc, ce sont des exemples historiques.
Dans les années 1950, le gouvernement de l'Iran était sous la présidence de Mossadegh. Vous le voyez sur l'image ici. Il était le Premier ministre et voulait nationaliser le pétrole iranien afin que le peuple puisse en profiter davantage. Les Anglais contrôlaient le pétrole en Iran à cette époque-là. C'était la British Petroleum, le prédécesseur de BP. Et ils n'aimaient pas le fait que les Iraniens voulaient le pétrole pour eux-mêmes. OK? Et maintenant, le président démocratiquement élu vient et veut nationaliser le pétrole. Alors les Anglais disent, il faut le renverser. Mais ils ne peuvent pas faire une invasion. Le peuple n'aimerait pas ça, alors ils doivent envoyer des services secrets pour le renverser silencieusement, sans que nous, Européens ou Américains, ne le remarquions. Le service secret anglais à l'étranger, MI6, voulait faire le renversement, mais il avait besoin des Américains. Le service secret américain s'appelle la CIA, et ils sont allés en Iran ensemble. Ils ont renversé Mossadegh et ils ont annulé la nationalisation du pétrole. Donc ceci est arrivé, c'est une histoire vraie. Et on se demande aujourd'hui, nous les scientifiques, en essayant de reconstituer les faits, comment ont-ils fait cela? Nous avons trouvé un seul agent, c'est Kermit Roosevelt, qui est connu. Il n'a pas l'allure de Daniel Craig, mais ceci se passe maintenant dans le monde réel. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est un agent réel. Il est né en 1916 et il est mort en 2000. Il a prévu cette chute du gouvernement et plus tard, il a écrit un livre, Counter-Coup, The Struggle for the Control of Iran. Le livre était déjà publié dans les années 1970. C'est-à-dire que nous savons déjà depuis très très longtemps comment les Américains ont renversé le gouvernement en Iran. Roosevelt a reconnu qu'en 1953, la CIA et le service secret anglais ont exécuté ce coup d'État. D'abord, en déstabilisant l'Iran, ils ont mis en scène une vague de tirs et d'attentats à la bombe. Pour pouvoir plonger un pays dans la crise, ils ont besoin de ce mode de déstabilisation. Ils ont dit aussi que le président iranien Mossadegh a été rendu responsable pour ces attentats terroristes et ces bombes. Alors, pour que vous compreniez bien, comment la stratégie de guerre masquée fonctionne-t-elle? Supposons que vous soyez un agent ou une agente ou un membre d'une unité spéciale. Vous avez pour tâche de renverser le gouvernement d'un pays. Ce ne sont pas des directives à suivre. Je veux seulement vous dire que vous devez vous mettre à leur place, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Donc il faut d'abord déstabiliser le pays avec violence. Vous ne pouvez pas le faire avec des discussions ou des débats rationnels, mais vous devez déstabiliser le pays avec violence et en rendre responsable le dirigeant. Alors il faut que vous disiez, il y a eu un attentat terroriste et votre dirigeant en est le responsable. Mais en fait, c'est vous qui avez effectué l'attentat. Voilà, c'est une combinaison de mensonges et de violence. C'est la stratégie de guerre masquée et ça fonctionne. Un journaliste américain du nom de James Reason a examiné comment la CIA elle-même décrit ce renversement du gouvernement. Il faut comprendre qu'à chaque fois que la CIA fait quelque chose, ils écrivent toujours leur propre histoire. Ils écrivent ce qui s'est vraiment passé. Mais ce n'est pas vous qui le recevez, c'est placé dans les archives de la CIA. Et ça reste très longtemps dans ces archives de la CIA, et nous souhaitons l'avoir pour pouvoir le lire. Quelquefois, nous pouvons le voir, mais souvent seulement après 50 ou 60 ans. Et en 2000, Reason a eu accès, et à ce moment-là, il a expliqué. La propre histoire des États-Unis dit « L'histoire secrète mentionne que la maison d'au moins un musulman éminent a été bombardée par des agents de la CIA qui se sont fait passer pour des communistes. » Ok? Alors, quelle est la technique ici? Il se déguise, bon, comment peut-on expliquer ceci pour les Suisses? C'est comme si un homme du Tessin prétend être un Jurassien et fait exploser une bombe dans le Jura, et après il dit que les Jurassiens sont agressifs. Vous le comprenez? Comment ça va? C'est ainsi, c'est-à-dire qu'ils prennent une autre apparence, ils exécutent des actes violents sous cette apparence, en discréditant cette apparence qu'ils ont seulement prise pour cette affaire. C'est la vie réelle. Cela fonctionne comme suit. The overthrow of Mossadegh. J'ai quelques citations anglaises, mais je les traduis. Use a false flag strategy of tension technique.
C'est un terme qui apparaît sans cesse dans la stratégie de guerre masquée et que j'aimerais vous transmettre pour que vous le connaissiez. False flag, ça signifie faux drapeau. Par exemple, vous vous trouvez sur un bateau de pirates et vous voulez attaquer un navire marchand. Donc vous hissez un faux drapeau qui dit « Nous sommes un navire anglais ou autre ». Et quand ils sont tout près, vous hissez peut-être le drapeau pirate au dernier moment avant d'aborder le navire. C'est votre tromperie qui vous donne bien sûr un avantage. La stratégie de la tension, strategy of tension, c'est ce que vous attisez du chaos dans le pays, comme vous pouvez le faire dans n'importe quel pays. Ne vous faites pas d'illusions. On peut le faire dans tous les pays et il est difficile pour la police, le service secret, les services de sécurité ou pour les enseignants et les professeurs de reconnaître rapidement ce qui se passe réellement. CIA offer orchestrating the Iran Cope work directly with royalist Iranian military officer. Ceci est maintenant la version officielle de la CIA, ce qui veut dire que dans la guerre masquée, on travaille d'abord ensemble avec des parties de l'armée locale, l'armée du pays qu'on déstabilise, qui elles aussi ont intérêt à une déstabilisation. Vous allez dans le même pays et vous regardez lequel des officiers sont insatisfaits et seraient alors prêts à renverser le gouvernement. Ils ont besoin de ceci. Ils doivent les gagner pour leur camp. And directed a campaign of bombings by Iranians posing as members of the Communist Party. Ça remonte à loin, c'était à l'époque de la guerre froide où les communistes étaient les méchants. C'est pour cela que ça avait du sens si les bombes étaient posées par des communistes. Je veux seulement faire remarquer qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est faux. OK ? Vous allez maintenant dire, c'est super, mais c'était en 1953, vous êtes quand même un peu lent. Et là, je peux seulement dire que nous, les historiens, nous sommes lents. Mais c'est pour cela que nous sommes précis. C'est un savoir acquis. Les moments originaux en Iran, comme ça s'est passé autrefois, c'est simplement ainsi. Des voitures brûlent, des gens sont abattus. C'est continuellement la même chose. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Mais il est important de reconnaître la structure derrière tout ça. Évidemment, il y a aussi des Iraniens qui avaient reconnu à l'époque que c'était bien sûr les Américains qui intervenaient. Voilà un homme qui écrit ici « Yankees, go home », ce qui veut dire à peu près ceci « S'il vous plaît, n'intervenez pas dans nos affaires nationales ». Ce qui s'est passé la même année en Europe, c'est que nous nous sommes plutôt occupés de fiction. Ça veut dire qu'au lieu de décrypter ces réalités, nous avons lu James Bond. Casino Royale est venu en 1953, exactement la même année où le gouvernement de l'Iran a vraiment été précipité par le MI6. Et ça a été le premier livre de Ian Fleming. Ian Fleming est un écrivain et James Bond est un agent fictif. Et nous aimons cela, ok ? Ça veut dire, là, on doit être honnête, que nous aimons la fiction et que la réalité nous est parfois de trop. Et cela, je comprends aussi, parce que dans la fiction, on est toujours du bon côté. Les scénarios sont ainsi, sinon ils ne peuvent pas les vendre. Mais dans la réalité, on est parfois du mauvais côté. Et ça, on ne veut pas l'entendre. J'y vois là une excuse. Et cette excuse est venue de la part des Américains en 2000, c'est-à-dire 50 ans plus tard. La ministre des Affaires étrangères, Madeleine Albright, autrefois dans l'administration de Clinton, a dit « C'est facile de comprendre que beaucoup d'Iraniens désapprouvent cette intervention américaine dans leurs affaires intérieures. » Et c'était cela l'excuse. Il n'y aura pas mieux que ça. Une autre excuse est encore venue d'Obama. Au milieu de la guerre froide, les États-Unis ont joué un rôle dans le renversement du gouvernement iranien qui avait été démocratiquement élu. Cela, il l'a dit en 2009. Et c'est important. Il a dit ça au Caire. Il faut savoir, le Caire est en Égypte, et en Égypte, on a connaissance de ces contextes. Là, il devait le dire parce que tout le monde dans la salle le savait. Et pour les USA, c'est bien sûr très humiliant lorsqu'ils disent toujours que l'Iran est méchant et que nous sommes les gentils, tandis que les Iraniens savent que ce sont les Américains qui ont renversé le gouvernement iranien. Et si c'était le contraire, si l'Iran avait renversé en 1953 le gouvernement américain, alors ils l'auraient su. Mais le cas inverse, ils ne l'apprennent pas. Et pour ça, ils ont l'impression que l'Iran est un pays plein de barbares qu'on devrait bombarder. Cette façon de faire la guerre s'appelle information warfare, une guerre d'information. On vous donne certaines informations et d'autres, on les tient éloignées de vous, et votre image de l'Iran résulte alors de cela. Si maintenant, chaque jour, il parlait du putsch américain en Iran, si l'Iran était au moins mentionné, ça produirait une autre perception dans les personnes. Continuons, je prends simplement un pays après l'autre.
Cuba, 1962. Cuba, 1962, on avait là l'opération Northwoods. Northwoods, c'était simplement le terme technique pour cet exercice. Vous devez vous souvenir, l'histoire cubaine est intéressante. 1959, Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Fidel Castro ne plaisait pas aux Américains. Il avait renversé Batista, qui était un dictateur. Monsieur Castro a dit, nous faisons maintenant une autre société et nous fermons les casinos. En avion, on pouvait y atterrir directement depuis Miami, etc. Il a rencontré Nixon et Nixon a tout de suite haï Fidel. Et Nixon a décidé de renverser Fidel Castro. Il a pensé qu'il y arriverait facilement. On a même effectué l'invasion de la baie des Cochons. C'était en avril 1961. Un nouvel exercice dans le domaine de la guerre masquée. Ainsi, la CIA a recruté des gens qui sont venus par bateau. Et avec eux, on est allé à Cuba et on a essayé de renverser le gouvernement de Castro. Ça n'a pas réussi parce que d'abord, on a éliminé l'armée de l'air de Castro. Et c'était une erreur. Vous ne pouvez pas prendre une île avec des navires, alors que l'île a encore une armée de l'air. Parce qu'ainsi, les avions peuvent couler les navires. Ainsi, ça a été un vrai désastre. En fait, les Américains ont radicalisé Fidel Castro et Che Guevara. Che Guevara à droite et Castro à gauche sur l'image. Che Guevara avait observé en 1954, au Guatemala, comment les Américains avaient renversé Arbenz. Arbenz était le président du Guatemala et il avait effectué une réforme nationale. Et cette réforme du pays menait à ce que les gros propriétaires fonciers et l'entreprise United Fruit, aujourd'hui Chiquita, qui vend ses bananes, autrefois j'ai aussi moi-même acheté et collectionné ces autocollants de bananes sans rien savoir de la politique de Chiquita. Et à la fin, j'ai reçu une banane gonflable en plastique. Peut-être ça vous est aussi déjà arrivé. Je dirai plus tard, on est plus intelligent. Maintenant, cette histoire était ainsi. On n'avait pas pu renverser Fidel Castro avec l'invasion de la baie des Cochons, et Fidel Castro s'est encore jeté dans les bras de Nikita Khrouchtchev. Les Russes étaient bien sûr les ennemis des Américains dans la guerre froide, et ils le sont à nouveau. Alors, à l'époque du président Kennedy, les représentants du gouvernement américain ont dit « Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour fabriquer une raison pour faire enfin tomber Fidel Castro ?» Après que la CIA, pour ainsi dire, n'a pas réussi avec l'invasion de la baie des Cochons en avril 1961, on a dit « Essayons donc de voir si le Pentagone a une bonne idée. » Et le Pentagone a dressé un plan qu'on n'a pas réalisé alors, mais dont je veux vous parler parce qu'il montre la technique du False Flag Strategy of Tension. Alors, faux drapeau et tension, c'est ce qui est planifié au Pentagone au plus haut niveau. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quel officier de rang inférieur peut inventer, mais ça vient d'en haut. Ce document strictement secret a été déclassé aujourd'hui et il date de mars 1962. Donc ça a pris environ 40 ans jusqu'à ce qu'il soit déclassé. Aujourd'hui, il est déclassé. Et il s'agit en réalité de Justification for US Military Intervention in Cuba. Ça veut dire simplement la justification pour une intervention américaine sur Cuba. Comment est-ce qu'on peut pousser le peuple américain à ce qu'il soit pour une guerre des Américains contre les Cubains? Et on le fait ainsi. Premièrement, une idée. Remember, the main incident could be arranged in several forms. We could roll up an US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Ce qui veut dire, nous pourrions dynamiter un navire américain. Et il s'agit en effet d'un navire qui est sur la base américaine de la baie de Guantanamo. Guantanamo est une partie de Cuba, et là, les Américains avaient une base. Fidel n'aime pas cette base, mais elle est connue depuis l'histoire de Guantanamo. Obama n'a pas fermé Guantanamo, vous le savez. L'idée ici est de faire sauter un navire et de dire après que c'était les autres. OK? C'est comme si je prenais en vitesse une arme, que je me tire une balle dans la jambe, et après je dis « Monsieur Sazek, vous m'avez tiré dessus. C'est abominable !» Et c'est comme ça que ça se passe. Et là derrière, vous ne le verriez pas. Vous ne le verriez pas là derrière. Est-ce qu'il a vraiment tiré? Et ça va tellement vite. Cette combinaison de mensonges et de tromperies est très dangereuse. Deuxièmement, we could develop a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in Florida and in Washington. Nous pourrions effectuer une campagne terroriste aux États-Unis et alors la faire porter par Fidel Castro.
Exploding a few plastic bombs, ce qui veut dire faire sauter des bombes au plastique. In carefully chosen spots, dans des endroits bien choisis. The arrest of Cuban agents, arrêter quelques agents cubains. And the release of prepared documents. Et puis la publication de documents manipulés qui prouvent que les Cubains se trouvent derrière ces attentats terroristes. Would also be helpful in projecting the idea of an irresponsible government. Ce serait aussi pratique pour projeter l'idée d'un gouvernement irresponsable. Dans ce cas-là, ce sont les Cubains. Ça veut dire que le combat pour l'opinion publique est intensif. Et j'ai donné un cours à l'université de Zurich sur la manière de faire la guerre masquée. Mais pas parce que je veux que les étudiants fassent ainsi plus tard, mais parce que je voudrais qu'ils comprennent comment la politique internationale fonctionne derrière dans les coulisses. Et ils posent toujours la question. Je ne suis plus à l'université de Zurich, mais j'ai fait la même chose à l'université de Bâle, dans l'enseignement de l'histoire contemporaine, et les étudiants posent toujours la question. Ok, de quoi ont l'air ces gens? De quoi ont l'air ces gens qui planifient cela? Car ce sont eux maintenant les mauvais, des mauvais, des mauvais. On veut les voir, alors je dis. Ils paraissent tout à fait inoffensifs. Ce sont les plus hauts généraux du Pentagone, et l'homme ici tout à gauche, c'est lui qui a signé ce plan. C'est Lyndon Lettmetzer. Il a signé ce plan. C'est le plus haut général au Pentagone. Et puis vient le ministre de la Défense. C'est une fonction civile. Le vice-président et le président. Ça, c'est la pointe. Et ce que je voudrais vous expliquer, ils ont l'air comme nous, selon l'âge. Pour les uns, ils ressemblent à leur propre grand-père, et pour les autres, ils vous ressemblent à vous-même. Ils ne ressemblent pas à l'image du méchant Moudjahidine barbu avec le turban. Et c'est très logique. Ces généraux veulent gagner. Ils veulent juste gagner. C'est ça leur doctrine. Et ils disent, mais il est clair que pour gagner, je dois aussi tuer. C'est leur conviction. Ils n'ont pas cette idée de ne pas utiliser d'armes, mais ils ont la conviction, je dois tuer. Et ils disent, si je combine le meurtre avec le mensonge, je m'en sors mieux. Je peux confirmer cela. Dans le temps, j'ai joué au handball. Et au handball, c'est ainsi. Voilà, la défense et le goal. Et vous voulez passer au travers. Vous faites une feinte à gauche et vous passez à droite. Nous avons toujours exercé cela, des centaines de fois. Mais vous ne dites pas, je passe par la droite. Est-ce que vous pouvez vous pousser de côté? Ça ne fonctionne pas. Mais ils trompent, ils font une feinte. Ça, vous le voyez tous les jours dans le sport. Tout le monde fait comme ça. Et pourquoi font-ils ainsi? Parce qu'ils veulent gagner. À la fin, ils veulent avoir plus de buts, ce qui est tout à fait OK pour eux. Mais si nous rentrons dans les affaires militaires et que quelqu'un fait sauter un navire, et il dit que c'était les autres, mais lui, il bombarde et les enfants meurent. Alors là, on a dépassé la ligne rouge. Ce que nous connaissons, ce que nous savons, c'est que cet exercice n'a pas été effectué. OK? Ça n'a pas été fait, c'était un plan. Mais Kennedy a entendu parler de ce plan et l'a stoppé. Il a alors muté Lettmetzer, ce général. Le problème était qu'il était déjà le général le plus haut des États-Unis. Où donc est-ce qu'on pouvait alors le muter? En Europe, OK? Il l'a envoyé en Europe comme commandant général de l'OTAN. Donc en Europe en tant que commandant général. De telles personnes sont exportées chez nous. Mais maintenant, ici, ce qui s'est passé réellement, c'est que cette affaire est devenue hors contrôle. En effet, les Américains ont observé que les Russes avaient stationné des armes nucléaires à Cuba en 1962, exactement à ce moment-là où on a projeté cette guerre masquée. Mais vous avez les images satellites. Jürgen Elsässer l'a expliqué tout à l'heure. À l'époque, on a présenté des images des armes nucléaires américaines. Et le monde était vraiment au bord d'un conflit militaire qui aurait pu se terminer par du nucléaire. Voilà les navires russes et américains. Kennedy disait, les navires russes qui vont vers Cuba, nous devons les stopper. Et puis certaines personnes ont demandé, et s'ils ne s'arrêtent pas? Ils n'avaient pas de plan, pour ce qui se passerait si en quelque sorte ça tournait mal. Ils étaient fortement armés, et aujourd'hui nous le sommes toujours plus. Nous sommes un peuple fortement armé ici dans ce monde.
Nous sommes à 7 milliards et nous n'avons jamais été aussi fortement armés. Pour cette raison, c'est très difficile pour un groupe qui cherche la paix et il doit donc s'armer avant tout avec l'information. On doit comprendre comment ces jeux ont été joués, parce que ce sont toujours les mêmes jeux. Ici, à nouveau, la crise des fusées. Et elle a été détournée grâce à Kennedy, parce que Kennedy s'est imposé aussi contre ses propres généraux. Ses propres généraux ont dit « Maintenant, nous bombardons, maintenant c'est parti, nous allons raser l'île ». Il n'a pas fait cela. Il s'est opposé à ce groupe industriel et militaire, et alors il a été abattu en 1963 dans des circonstances mystérieuses. Ici, nous avons son ministre de la Défense, Robert McNamara, qui a alors été reconduit par le gouvernement suivant. C'est le gouvernement Johnson. Johnson est ce président qui a remplacé Kennedy après la mort de Kennedy. Et après ça, Johnson a dit à l'ONU, « Nous soutenons que les États-Unis sont le meilleur appareil qualifié pour préserver la paix mondiale et pour contribuer au bien de l'humanité. » Maintenant, il faut s'imaginer cette hypocrisie. D'un côté, on projette de faire sauter des navires et de faire porter la responsabilité à Fidel. Et de l'autre côté, on explique qu'on soutient l'ONU. L'ONU interdit les guerres d'agression. Elle interdit aussi le terrorisme préfabriqué. Elle est le fondateur du mouvement pour la paix en disant « Nous devons renoncer à poursuivre les guerres ». Il faut aussi saisir que si les gens le comprennent, cela crée avec le temps une très profonde méfiance envers la politique. Si le mensonge est si amer et si violent, on ne se fie plus à ces choses. C'est le résultat normal. J'ai écrit un livre sur ce sujet, La crise de Cuba, l'ONU, sans aucune chance. Ici, j'ai observé ce qui se passe à l'ONU, quand la guerre masquée est utilisée. Par exemple, à ce moment-là, quand les Américains font l'invasion de la baie des Cochons en 1961, ils laissent tomber des bombes sur Cuba. Et puis, l'ambassadeur cubain va au Conseil de sécurité de l'ONU et dit « Écoutez, nous sommes bombardés, ce sont les Américains. » Alors l'ambassadeur américain dit « Non, ce n'est pas nous. Ce sont des pilotes cubains qui sont tellement frustrés par la dictature de Fidel Castro qu'ils bombardent leur propre pays avant de le déserter. » Puis l'ambassadeur anglais dit « Si, mon collègue américain a dit ça, alors je pense que c'est vrai. » Et aussi le français qui dit « Ça a bien dû se passer comme ça. » Et le cubain part complètement frustré et pense « Les Européens et les Américains sont des canailles. » Et il a raison, c'est ça le problème. Si jusqu'à maintenant, vous vous souvenez des faits, en 1953, la chute du gouvernement en Iran, avec la False Flag Strategy of Tension, nous avons en 1962 l'attentat planifié False Flag avec les navires dynamités, mais qui n'a pas été réalisé. Par contre, l'invasion de la baie des Cochons a eu lieu. Maintenant, j'en viens au Vietnam. Là, le président Johnson était au pouvoir à cette époque-là. Kennedy avait été assassiné. Et Johnson a dit en août 1964 que les Vietnamiens ont attaqué les Américains. Attaqué dans le soi-disant golfe de Tonkin. C'est un endroit de la mer qui est justement devant le Vietnam. Et puis, on a lu dans le journal américain, c'est un extrait de la presse américaine, « North Vietnamese attack US destroyer ». Un destroyer est un bateau. Et attaque veut dire une attaque. Ce qui veut dire que les Vietnamiens ont attaqué un navire de guerre américain. Et ce genre de communication est entretenu pour tirer la population américaine dans la guerre. Ils doivent toujours répéter à leur population, « Nous sommes attaqués et pour cela nous réagissons maintenant. » Ils ne peuvent pas dire, « Nos soldats ont attaqué un pays paisible et massacré des enfants. » Sinon les gens diraient, « Ça va pas la tête ?» Mais s'ils disent, « Nos soldats étaient sur un navire et ils ont été attaqués », pour ainsi dire, ça serait correct qu'une nation forte se défende. Cette forme de réflexion est régulièrement utilisée. Johnson a alors expliqué le 4 août que les États-Unis allaient commencer à bombarder le Vietnam. Vous savez que c'est devenu une catastrophe gigantesque. La guerre du Vietnam a causé des pertes innombrables. À peu près 3 millions de Vietnamiens sont morts. Et à peu près 50 000 Américains sont morts. Je vous épargne ça. Mais vous savez, c'est une très grande abomination. La guerre est et reste une abomination.
Ce qui m'intéresse maintenant, est-ce que cette attaque a vraiment eu lieu en août 1964? Nous allons voir cela plus exactement. Il s'agit du navire Maddox. Ici, on voit une image originale de ce navire. Il a réellement été dans la région. On a dit que les Vietnamiens ont tiré sur ce navire avec des torpilles. Ce sont des armes sous-marines. Et maintenant, le service secret américain NSA a publié des documents en 2005 qui disent qu'il n'y avait pas eu d'attaque. Ok. Le service secret américain NSA donne sa propre version qui est écrite dans ce cas-là par Robert Hanyok. Et il a confirmé ce que beaucoup d'entre nous, les historiens, avons toujours dit. Le 4 août 1964, il n'y avait pas eu de seconde attaque contre des navires américains se trouvant au Tonkin. Donc, cette attaque n'a pas existé. Vous pouvez dire que ces 3 millions de Vietnamiens qui sont morts, ce sont aussi, d'une certaine façon, le résultat d'une erreur. Pas d'une erreur de Johnson, parce que Johnson avait voulu la guerre. Pour ainsi dire, il a eu besoin d'un casus belli. J'ai apporté seulement 2 images du Vietnam. C'était le 8 juin 1972. C'est en fait mon année de naissance. Donc je trouve ça personnellement très intéressant, ce qui s'est passé à cette époque. Là, les Américains ont tiré des bombes napalm sur les villages. Et ici, on voit Kim Phuong Trang Thi, qui a 9 ans. Elle est très connue parce que cette image a fait le tour du monde. À cette époque, les Américains pouvaient encore faire des images non censurées. Et ces images ont été amenées dans les salons américains et européens. Cela a produit un grand mouvement anti-guerre. Vous vous souvenez des étudiants qui ont manifesté, etc., etc. Le Pentagone a entendu parler de cela. Aujourd'hui, ça ne va plus. Comme journaliste, vous ne pouvez plus vous tenir dans les régions en guerre et faire des photos. Vous courez le risque d'être abattu vous-même par des friendly fires. On ne veut pas, oui, on ne veut pas que ces images sortent. À la fin, le Vietnam enregistre une perte de 3 millions de morts vietnamiens et 58 000 Américains tués. Voilà une image d'une famille en janvier 1966. Femmes et enfants fuient devant la guerre. Ils sont toujours tombés dans les fronts de guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens n'ont pas la chance de comprendre l'incident du golfe du Tonkin du 4 août 1964. Ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas les livres, ils n'ont pas Internet. Ils n'ont simplement pas tout cela. OK? Ils se rendent compte qu'ils grêlent des bombes et qu'ils ne veulent pas ça. Je voudrais vous féliciter pour votre niveau d'information avancé, parce que vous connaissez alors des choses qui sont difficiles à digérer. Mais comme ça, vous pouvez mieux argumenter contre la guerre et le terrorisme. Et c'est ça le sens. Je voudrais vous éclairer sur le fait que la guerre masquée est effectuée par une minorité. Ce ne sont même pas 5% de la population mondiale. Vos voisins et vos copains ne font pas exploser une maison pendant leur temps libre. Et ils ne créent pas non plus des guerres, n'est-ce pas? Ce ne sont que très peu de gens qui commettent ces crimes extrêmes. Et c'est pour cela que vous ne devriez pas complètement changer votre image de l'homme. Pas qu'à la fin vous pensiez, les humains, ce serait bien qu'ils meurent tous. Ce ne serait pas mon plan. Vous devez continuer à voir le bien dans l'homme. Et voyez qu'il n'y a que quelques-uns, très peu de gens, qui sont impliqués dans une très grande violence. Je le dis toujours aux étudiants, parce qu'ils n'ont que 20 ans. Et quand ils ont fait un cours avec moi, un semestre comporte 12 semaines, alors ça change leur vision des choses. Mais je dis toujours, ici, nous analysons un cas particulier, des crimes qui sont difficiles à dévoiler, car des positions gouvernementales y sont impliquées. Mais il ne faut pas que cela trouble l'image complète de l'homme. Voyez, dans votre cercle d'amis, qui connaissez-vous qui a déjà tué quelqu'un? Qui connaissez-vous qui a déjà violé quelqu'un? Vous cherchez longtemps, et quand vous êtes dans ces unités, ces 2 unités spéciales, ou dans le service secret, ce phénomène est connu. Venons-en maintenant à l'Italie. À une époque où je me suis penché sur la question de savoir si cela s'est passé seulement au Vietnam, ou seulement à Cuba, ou alors au Guatemala ou en Iran, pour ainsi dire à la périphérie, ça nous est égal. Ce sont tous des barbares. C'est du moins l'impression qu'on a parfois. Ou est-ce que cela s'est aussi passé également en Europe? Lors de ma thèse de doctorat, j'ai consacré 4 ans de mon temps pour clarifier l'opération Gladio. Au début, j'étais à Londres, à la School of Economics and Political Science.
Et j'ai demandé à mes professeurs s'ils savaient quelque chose. C'était vraiment une très très bonne école et on s'est vanté de faire partie des meilleures écoles du monde. Mais ils ne savaient rien, rien du tout. Vraiment, personne ne savait quoi que ce soit sur l'opération Gladio. Et c'est pourquoi je peux vous dire que si vous allez vers des professeurs d'histoire dans les universités, même en Suisse, ou vers des politologues, ou ceux qui enseignent le droit international, la connaissance sur la guerre masquée est très très mauvaise. Pourquoi? On dit les sources ne sont pas bonnes, et alors je ne peux que leur donner raison. Les sources sont misérables, parce que les services secrets et les unités spéciales cachent toujours tout. Oui, c'est leur idée. Ils ne disent pas « Écoutez, dans le golfe du Tonkin, nous avons fait ainsi ». Mais ils essaient de brouiller les pistes. Et la plupart des scientifiques se sont maintenant défilés de leurs responsabilités et ils disent « Puisque les sources sont mauvaises, j'analyse maintenant la structure des châteaux forts du XVIIe siècle au pied du Jura du Sud. » Et on peut faire cela, oui, là, les sources sont meilleures. Mais nous avons simplement abandonné tout un pan de la recherche, seulement parce que nous avons peur de faire des fautes. Et je dis toujours, des erreurs sont possibles dans l'analyse de la guerre masquée, parce qu'elle n'est pas transparente, mais ce qui en résulte, c'est de la connaissance acquise. En ce qui concerne l'opération Gladio, il y a eu des attentats terroristes en Italie sur des places publiques. L'attentat de Bologne est le plus connu, mais il y a eu aussi des attentats à Milan en 1969 ou à Peteano en 1972. Avant tout cet attentat de Peteano en 1973, Peteano est un petit village au nord de l'Italie, a conduit à ce qu'un juge d'instruction italien analyse cet attentat plus en détail. Et il est venu à la conclusion qu'une bombe avait explosé, qu'elle avait tué, je crois, 3 carabinieri. Ce sont des gens de l'unité paramilitaire en Italie. Ils ont été attirés près d'une voiture, ils ont ouvert le coffre et alors la voiture a explosé. Ce qui se passe quotidiennement de nos jours. À l'époque, cela ne faisait que commencer. Alors, on a dit que c'était les Brigate Rosse. Ce sont les brigades rouges en Italie, le groupe terroriste d'extrême gauche. On a dit ce sont ceux de l'extrême gauche. Par cela, on a discrédité toute la gauche en Italie. Les communistes, les socialistes en Italie, ce sont des terroristes. Plus tard, il s'est avéré que ce n'étaient pas les gauchistes, mais ceux de la droite, que c'était l'extrême droite de l'Italie qui avait fait cela et qu'elle avait fait porter le chapeau à la gauche. Voilà quelque chose que vous connaissez déjà. C'est de la False Flag Strategy of Tension. Connaissez-vous ce terme? Je l'ai introduit avant. Ça veut dire faux drapeau et création de tension. Un attentat terroriste, vous devez comprendre ça, ne vise pas à tuer des gens qui après ne seront plus là. Ce ne sont pas du tout des gens intéressants, parce qu'ils n'ont plus d'influence. Mais ceux qui observent et qui pensent « ça aurait pu me toucher, moi. J'ai aussi besoin de ce vol ou de cette gare, je fais mes courses à cet endroit. » Ainsi, la population devient angoissée et épouvantée. Et ceux qui sont morts ne seront de toute façon pas angoissés et épouvantés. Dans une forêt près du village italien de Peteano, une voiture a explosé le 31 mai 1972. La bombe a tué 3 membres des carabinieri. Et voilà l'attentat qui a conduit à ce qu'on dévoile l'existence en Italie d'une armée secrète sous le nom de Gladio. C'est un juge d'instruction italien qui l'a découvert. Et maintenant, j'aimerais encore souligner ce qui a déjà été dit. Je crois que c'est M. Sazek qui l'a dit. Il existe de bonnes mains. Il y a beaucoup de gens qui veulent en fait que nous ayons moins de violence, qui veulent en effet que nous entrions dans un monde meilleur et qui, sans l'idée de s'enrichir ou d'en profiter eux-mêmes, découvrent des choses. Et le juge italien Felice Cazzone en fait partie. Ce qu'il a découvert, il le dit de la manière suivante. En ce qui concerne les services secrets, l'attentat de Peteano fait partie de ce qu'on peut entendre sous le nom de la stratégie de tension. Cela veut dire produire des tensions à l'intérieur du pays même pour encourager ainsi les tendances conservatrices, révolutionnaires sociales et politiques. Alors que cette stratégie a été mise en place, il était nécessaire de protéger ceux qui étaient à la base parce qu'on a découvert des preuves de leur participation. Des témoins ont caché des informations pour protéger les extrémistes de droite. En Italie, le Parti communiste était très très fort en ce temps-là. Il était bien représenté au Parlement et l'OTAN avait peur que les communistes puissent présenter un jour un ministre de la Défense. Ensuite, le ministre de la Défense aurait directement informé Moscou par téléphone des secrets de l'OTAN. C'était cela en fait la crainte. Alors on a dit, il faut les combattre et on peut le faire avec la stratégie de tension. Celui qui l'a découvert, c'est Felice Cazzone, cet homme-ci.
Puis il a forcé Giulio Andreotti, le Premier ministre italien, à avouer. Andreotti a dit en 1990, « Oui, il y a une armée secrète nommée Gladio en Italie, mais elle a été constituée par la CIA et le MI6. Ils ont voulu cela pour tenir les communistes en échec en Europe. Ils ont constitué cette armée secrète pour que des guérillas puissent, en cas d'une invasion de l'Europe, combattre derrière les lignes ennemies. C'était l'idée fondamentale. Mais il y avait encore une deuxième idée, que ces unités puissent aussi intervenir contre le peuple paisible si le peuple votait mal. Le 3 août 1990, le Premier ministre Giulio Andreotti a attesté l'existence de l'armée secrète nommée Gladio. Il a dit « Gladio fait partie du réseau du Stay Behind de l'OTAN, qui a été développé par la CIA et le MI6, et qui existait aussi en dehors de l'Italie. » Donc cela veut dire qu'il a dit « Oui, il existe des armées secrètes en Italie, mais pas seulement chez nous, c'était donc très intéressant. » Les Français ont dit « Cela n'existe pas chez nous, c'est Mitterrand qui l'a dit. » Puis Andreotti a dit « Mais quand même, les Français étaient aussi présents à la dernière séance. » Puis Mitterrand a dû corriger. Donc c'est quelque chose dont personne n'aime parler. Oui, les armées secrètes conduire des guerres masquées, la terreur insinuée. On dit toujours « Cela n'existe que très loin d'ici, mais pas chez nous. » Vito Miceli, le chef des services secrets militaires italiens SISMI, a dit « Gladio était une partie des services secrets militaires italiens SISMI. » Et il s'est fâché parce qu'il a dû comparaître en justice et il a dit « Cela n'existe pas. » Et il est même allé en prison. Je suis allé en prison parce que je n'ai pas voulu avouer l'existence de cette organisation super secrète. Et maintenant, Andreotti vient et informe le Parlement. Alors là, il était très fâché. Pour vous, quand vous avez retenu que Gladio est une opération des services secrets militaires italiens en collaboration avec le MI6 et la CIA, c'est suffisant. J'ai écrit un livre sur ce sujet, l'OTAN, armée secrète en Europe, la terreur insinuée et la manière de faire la guerre masquée. Et dans ce livre, je cite Vincenzo Vinciguerra, c'est un des extrémistes de droite qui a effectué cet attentat à Peteano. Ça veut dire qu'il a d'abord contribué à l'éclaircissement de tout ce système et de derrière les barreaux, donc à partir de la prison, il a expliqué. On a dû attaquer des civils, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes innocentes, des personnes inconnues qui se trouvaient bien loin de la politique. C'est ce que Vinciguerra a expliqué. Il a été jugé coupable de l'attentat de Peteano. La raison pour cela était simple. Les attentats devraient conduire les gens, le peuple italien, à demander une plus grande sécurité à l'État. Ça veut dire que si vous utilisez la stratégie de tension, vous pouvez dire après, à partir de 8 heures, il y aura le couvre-feu, ok? Alors tout le monde reste à la maison, tous pensent oui, c'est une bonne idée, car c'est un monde dangereux. Si vous n'avez pas d'attentat terroriste et vous dites à partir de 8 heures, il y aura le couvre-feu, les gens viennent et disent « La sera, facciamo la festa », donc à 8 heures le soir, nous prenons la pizza et le vin rouge. Alors c'est tout clair. Comment peuvent-ils avoir l'idée d'un couvre-feu? Et ils répondent « Nous avons besoin de plus d'argent pour la police. Nous devons mieux vous surveiller. » Puis ils vont toujours dire « Tout cela, nous ne le voulons pas. Mais dès que vous avez un attentat terroriste, c'est clair. Oui, vous pouvez même aménager chez moi dans mon salon. Cette technique vise les vivants, pas les morts. Ok ? Vous devez comprendre cela. C'est une énorme faute analytique de beaucoup de gens qui pensent « Heureusement, je n'ai pas été touché. » Si, c'était vous la cible, c'est vous qu'ils ont atteint. Mon livre concernant les armées secrètes de l'OTAN a été traduit en différentes langues. On peut relire tout cela dedans. En Suisse, il y avait aussi une armée secrète. Elle s'appelle P26. Elle a été dirigée par Ephraim Catelan, qui est décédé. Et cela a aussi été découvert en 1990. Mais je veux dire, la P26 n'a pas fait d'attentat. Ok? Heureusement pas, je vous dis. Pourtant, je me suis un peu disputé avec des membres de la P26, parce que j'ai dit, nous étions tout de même liés indirectement à l'OTAN à travers le MI6, les services secrets anglais, ce que nous n'aurions pas dû faire car nous étions encore neutres. C'est un autre débat. Je ne peux pas approfondir ça maintenant. Pour vous, il suffit de savoir qu'il y avait la P26 en Suisse, qu'elle n'a pas fait d'attentat terroriste. Ils ont vraiment attendu l'ennemi soviétique. En cela, je crois ces gens. Ainsi, nous avions des dépôts d'armes à plusieurs endroits en Suisse. Ici, sur la photo, Catelan, chef de la P26, qui a dit « Willinger, dont le ministre de la Défense qui a finalement dû payer les pots cassés de l'affaire, a été pris à contre-pied. Il n'était pas encore informé. » Ça veut dire qu'il ne savait pas encore que nous avions une armée secrète. Mais il était bien le ministre de la Défense et conseiller fédéral en ce temps-là.
La POC-EMD est venue, la commission parlementaire d'enquête. Je le dis seulement parce que nous, Suisses, nous avons toujours l'impression que cela n'existe pas chez nous, n'est-ce pas? Chez nous, pas du tout. Chez nous, tout est clair. Alors je dis toujours, nous n'avons pas de guerre. Nous n'avons pas d'attentat terroriste, mais nous avons quand même des éléments qui doivent et devraient être analysés. Pour le Conseil fédéral, on a ceci. Le P26 a acheté une maison en Irlande, et c'est dans cette maison Lissar, en cas d'une occupation de la Suisse par les Russes, qu'on aurait évacué le Conseil fédéral. On peut le comprendre et dire, peut-être c'est une bonne idée. Je dis seulement qu'il y a des opérations cachées, et c'est intéressant lorsqu'on les étudie. Ensuite, ça devient intéressant. On a demandé à l'OTAN, la plus grande alliance militaire du monde, ce qu'elle peut nous dire sur ces événements. Le 5 novembre 1990, l'OTAN dit « Nous n'avons jamais prévu de guerre sous forme de guérilla ». Et le lendemain, le 6 novembre, elle dit « Ce que nous avons dit hier est faux. Et aujourd'hui, nous ne pouvons rien dire de plus, parce que c'est secret. » Oui, et sans cesse, j'ai eu des contacts par courrier avec l'OTAN, avec la CIA, mais eux, ils ne vous racontent rien du tout. OK? Eux, ils ne sont pas transparents. J'ai déposé un Freedom of Information Act auprès de la CIA. À travers l'ambassade suisse, j'ai exigé des documents auprès de la Partnership of Peace auprès de l'OTAN. Vous ne recevez rien. Ils ne sont pas transparents. Ils font leur propre truc. Et si vous croyez qu'en tant que citoyen, on pourrait leur demander si on le veut, non, on ne peut pas. L'Union européenne, en tant que Parlement, a alors protesté et a dit « On est contre ces armées secrètes. Nous protestons contre l'idée de certains officiers américains et du CHEP. » C'était le quartier général de l'OTAN en Belgique. Alors nous protestons contre le fait que les Américains et l'OTAN constituent des armées secrètes en Europe. Et le Parlement européen a exigé et demandé qu'on analyse ces armées secrètes et également le problème du terrorisme, pour voir s'ils avaient affaire à du terrorisme. Vous pouvez voir, après cela, il ne s'est rien passé du tout. Simplement rien du tout. Et c'est ainsi parce que chaque politicien ne peut que perdre. S'il n'en résulte rien et qu'il n'y a pas de lien, alors vous ne pouvez pas non plus gagner une élection. S'il en résulte quelque chose, qu'il y avait quelque chose, alors vous en portez la responsabilité, parce que c'était votre parti qui était au pouvoir, et cela n'a pas de sens. Ça, c'était pour l'Europe. Allons un peu plus loin. C'est plus simple. Opération satanique. Elle s'appelle vraiment comme ça. En 1985, les Français ont fait exploser le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Ce bateau était parti dans le Pacifique parce que les Français y lançaient des bombes atomiques de surface. Greenpeace ne voulait pas cela, et il est allé en bateau. Ainsi, les Français ne pouvaient plus lancer les bombes atomiques qu'ils voulaient tester. Et puis Greenpeace a dit, « Ça ne va pas ». Et Mitterrand, qui était président en ce temps-là, a dit, « Allez, éloignez donc ce bateau de Greenpeace. » Et comment peut-on enlever ce bateau de Greenpeace? Si vous pensez à nouveau, vous êtes le président, comment vous l'enleveriez? La guerre masquée, vous téléphonez au ministre de la Défense, le ministre de la Défense dit « Oui, je m'en occupe ». Le ministre de la Défense téléphone au chef des services secrets militaires et dit « Mets-le de côté ». L'autre dit « Ok, je m'en occupe ». Il n'y va pas lui-même, bien sûr. Lui, il a une unité pour la guerre masquée. Ceux-ci envoient des plongeurs de combat qui accrochent une mine au bateau. La mine explose, le bateau coule et disparaît réellement. Ok, cela fonctionne. En tant que président, vous devriez seulement encore dire « Mais moi, je n'en savais rien ». C'est ainsi que ce jeu marche. Mais on a pu remonter, on a vu que c'était le ministre de la Défense, Charles Hernu, qui avait donné le commandement. Et il a dû démissionner. Puis, en tant que président, on se protège et on dit « Oui, bon, le ministre de la Défense parti, 2 mois. » Même le chef des services secrets militaires, on peut le sacrifier aussi. C'est sa ligne de retraite. Stratégie de repli. En tant que président, Pierre Lacoste, c'était le chef de la DGSE, ça veut dire Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Lui, il était chef des services secrets militaires depuis 1982. Il a dû démissionner le 12 septembre 1985, après le scandale du Rainbow Warrior. Lacoste a toujours dit « Qu'est-ce que vous croyez? Aurais-je fait cet attentat sans l'aval du président? Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr que non. » Il a toujours dit « Ce consentement, je l'ai reçu du sommet. » Et Mitterrand, un socialiste, a dit « Non. Ok ?» Jusqu'à sa mort, il n'a jamais dit la vérité sur le Rainbow Warrior. Mais sur le bateau, un photographe de Greenpeace est mort.
Et sa fille, c'est Marel, elle a toujours dit, ce n'est pas possible. Mon père a milité contre des essais de bombes atomiques et il est mort lors d'un attentat terroriste. Combien cela est-il injuste? Et naturellement, il en est ainsi, que toujours plus de gens comprennent que cette manière cachée de faire la guerre fait de gros dégâts. Ce n'est pas juste. Si vous raisonnez, ce n'est donc pas juste quand un État fait un attentat. C'est l'argent des impôts. C'est déjà assez dur de payer des impôts. Mais quand on les utilise pour pratiquer la guerre masquée, la ligne rouge est vraiment dépassée. Le seul président socialiste a survécu au scandale du Rainbow Wire. Il a dû sacrifier le ministre de la Défense et le chef des services secrets, mais il a régné de 1981 à 1995. Cela veut dire que vous avez en tant que président la possibilité de faire la guerre masquée et de survivre politiquement. C'est possible. Vous en voulez encore? C'est un peu beaucoup. Nous continuons encore un peu. Koweït, en 1990. Voici le fameux mensonge des couveuses que quelques-uns parmi vous connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je l'expliquerai encore une fois. Comment cela a fonctionné? Vous ne pouvez pas dire, si vous attaquez un pays, nous prenons le pétrole. Même avec votre meilleure volonté, vous ne pouvez persuader personne avec ça. Mais vous devez avoir une autre histoire. Lorsqu'en août 1990, Saddam Hussein a envahi le Koweït, à propos, c'est à la même époque qu'en Italie, Andreotti dévoilait l'opération Gladio, il y avait un énorme désordre. On ne savait pas quelle crise était la plus importante. Mais allons au Koweït. Saddam a envahi le Koweït, et puis Bush a dit, nous devons maintenant aller au Koweït pour délivrer le Koweït. C'était le président Bush, Bush senior, il l'a dit aux États-Unis. Puis les généraux américains ont dit, pourquoi donc? Alors il a dit, un pays ne peut pas envahir un autre pays, ça ne va pas. C'est contre le droit international, c'est contre la charte de l'ONU. Puis les généraux aux États-Unis ont dit, oui, mais les États-Unis viennent juste d'envahir Panama, il y a un an. Puis Bush a dit, c'est tout autre chose. Concernant le Koweït, il a encore dit, il faut que nous y allions. Puis les généraux ont dit, il ne s'agit donc ici que du pétrole? Et puis Bush a dit, non, il s'agit de la lutte épique entre le bien et le mal. Et c'est ainsi que chaque guerre est vendue. Une lutte épique entre le bien et le mal, afin que l'on puisse mieux commercialiser cette guerre. On l'a présentée comme suit. On dit, les soldats de Saddam Hussein n'ont pas seulement envahi le Koweït, mais au Koweït, ils sont allés dans un hôpital dans le service des nouveau-nés. Et puis, ils ont arraché les nouveau-nés de leurs couveuses et les ont jetés par terre, la tête la première. C'est de l'infanticide. Et les enfants dans les couveuses sont les enfants les plus faibles. Alors, parmi les enfants, ils prennent encore ceux qui sont les plus faibles, ils les tuent, ok? Ça y est, c'est de la brutalité. Ce n'était pas Bush, le père, qui a raconté cela, ni Schwarzkopf, qui a fait la guerre et qui l'a gagnée, mais c'est une fille qui l'a raconté. Une fille de 16 ans, elle a dit, « J'ai travaillé dans cet hôpital comme infirmière. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Et elle pleurait en le disant. À ce moment, vous devez faire attention. Si quelqu'un, une fille de 16 ans, parle d'infanticide en larmes, alors vous êtes touché psychologiquement parlant. Ok, vous êtes embarqué. Vous pensez, quoi? Ce n'est pas possible. Ça, c'est maintenant. Maintenant, ça suffit. Allons en guerre. Ce sont des barbares. C'est où? En Irak? En Iran? Est-ce que c'est le même pays? Et vous êtes tellement sous le coup de l'émotion, oui, que vous êtes tout à coup pour une guerre. Bien que toute votre vie, vous ayez toujours dit, je veux tuer personne. Et je ne veux même pas aider ceux qui en tuent d'autres, que je ne connais même pas. Je l'ai décrit un peu plus exactement dans mon livre, Europa in Erdolschrausch. Par les masses médias, cela est transporté dans chaque salon. Ils ont enlevé les nouveau-nés hors de leur couveuse, dit Bush, à la télévision, et à la télévision se trouve dans chaque salon. Et voilà pourquoi cet appareil est dangereux. C'est comme si quelqu'un venait chez vous à la maison et barbouillait le mur de ketchup dans un beau salon suisse. Alors, nous allons disjoncter et nous dirons, et les rideaux aussi sont rouges, ça va pas la tête. Du ketchup sur le mur, sur le canapé, sur les rideaux, ça ne va pas du tout. Mais ce qui sort de la télévision est bien plus dangereux. Ça sort chaque jour et ça fait de plus grands dégâts. Seulement, nous avons complètement perdu les proportions.
Après la guerre, je vous dis, les historiens travaillent lentement, mais nous sommes précis. Après la guerre, nous avons pu prouver que l'histoire des couveuses était un mensonge. C'est pourquoi ça s'appelle le mensonge des couveuses. La fille appelée Najira n'a jamais travaillé dans cet hôpital, mais elle avait l'apparence d'une Koweïtienne, car c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Oui, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, elle doit avoir l'apparence, et je voulais dire qu'elle aussi, elle a été utilisée. Une fille de 16 ans. Oui, les adolescents racontent sans doute des choses qui ne sont pas toujours la vérité. Mais ils ne racontent pas des guerres, ça ne les intéresse pas. Mais elle a fait un casting et elle a été choisie par une agence de publicité qui s'appelle Hill et Knowlton dans une séance de casting comme étant une ambassadrice motivée. Ils avaient un budget d'1 million pour vendre la guerre et ce budget a été financé par le Koweït. Chacun a donc tiré son profit. Les Koweïtiens ont reçu des milliards pour les réparations de guerre de la part des Irakiens. Et les Américains ont reçu des bases militaires au Koweït. Et ce, exactement à la fin de la guerre froide. Car, pendant la guerre froide, on n'aurait jamais pu faire ça. Mais en 1990, l'Union soviétique se trouvait en crise. Immédiatement, on est allé dans le Golfe Persique et on a mis le grappin sur le pétrole. 2003, les armes NBC, vous les connaissez? J'en parle très brièvement. Nous avons des raisons de supposer que Saddam Hussein fabrique des armes nucléaires, a dit Dick Cheney, le vice-président de l'époque. C'était un mensonge, rien que du mensonge. Rien n'est vrai. Les étudiants demandent « Pourquoi ces gens ne sont-ils pas en prison ?» Alors je réponds « Les prisons leur appartiennent, ce n'est pas si simple. Vous ne pouvez pas y aller. » Vous ne pouvez pas y aller en disant « Oui, la guerre d'Irak est une guerre d'agression, ça transgresse la charte des Nations Unies, c'est le droit international, et la guerre est fondée sur des mensonges. Les armes, NBC, et c'est pourquoi vous devez aller en prison. Vous ne pouvez pas faire ça, ça ne va pas. Parce que ces gens volent trop haut, vous n'avez pas la possibilité pour les arrêter. » J'ai naturellement remarqué que Cheney connaissait le business de la guerre, masqué car il était le ministre de la Défense quand cette histoire a été montée. Oui, la plupart des gens ont complètement oublié qu'il avait déjà fait quelque chose autrefois. Mais il a un parcours de vie impressionnant. Puis, le mouvement pacifiste a manifesté contre l'attaque en Irak. Il y avait des protestations à Berne, à Londres, à Rome, à Berlin, de très grands mouvements pacifistes. Cela n'a pas servi. Les Britanniques ont dit « l'Irak possède des armes chimiques et biologiques. Leurs missiles sont opérationnels en 45 minutes. » Dixit Tony Blair. Ici non plus, pas un mot n'est vrai. Et parce que ces mensonges ont été répandus en masse et de nos jours, presque tout le monde sait que c'est un mensonge, voilà pourquoi il y a cette méfiance vis-à-vis des hommes politiques les plus importants et des guerres. La guerre d'Irak a fait 100 000 morts. J'ai choisi cette image et vous savez que je pourrais montrer bien d'autres images. Je regarde ces images à la maison et je ne voudrais pas vous causer de tort moral. C'est la seule raison pour laquelle je montre des images inoffensives. Mais le reste, avec des enfants amputés et des crânes fracassés, etc., ça aussi c'est la guerre. Quand vous vous investissez contre la guerre, vous avez toujours raison. Vous n'avez pas besoin de comprendre les détails. Vous êtes déjà du bon côté. Ce qu'on a fait à cette époque-là, Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité, l'a dit. Elle a fabriqué des liens entre Al-Qaïda et l'Irak. Bon, ce qu'on a fait, on a associé les attaques terroristes du 11 septembre avec l'attaque contre l'Irak et on a dit, oui, Saddam Hussein a aussi joué un rôle le 11 septembre. Et les soldats qui n'ont pas eu une bonne formation, ils ne peuvent pas faire la différence entre Saddam Hussein et Ben Laden, et ils ne peuvent pas non plus analyser les attaques terroristes du 11 septembre. C'est comme ça. Émotionnellement, ils n'en sont pas capables. Mais nous avons analysé les casques des soldats. C'est leur façon de communiquer. Ils dessinent toujours quelque chose sur leur casque. Ils l'ont fait lors de la guerre du Vietnam et ils l'ont fait aussi lors de la guerre d'Irak. Et vous voyez, beaucoup de soldats ont dessiné le Pentagone et les tours jumelles sur leur propre casque dans la guerre d'Irak. Et dans une enquête de 2006, 85% des soldats US en Irak ont dit que leur mission principale pour faire la guerre dans ce pays, c'est qu'ils veulent punir Saddam pour son rôle lors du 11 septembre. Et ça, mesdames et messieurs, ça vous montre dans quel bourbier nous sommes. Saddam Hussein n'avait pas joué de rôle dans les attaques terroristes du 11 septembre. Il ne fait pas partie des musulmans radicaux. Et les attaques terroristes du 11 septembre sont encore un nouveau domaine de recherche. Je peux y revenir.
Mais je voudrais dire que c'est encore mon domaine de recherche le plus difficile. Je fais des recherches concernant le 11 septembre, mais je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Je sais que beaucoup de gens ici se sont déjà fait leur opinion sur ce qui s'est passé. Je me trouve sous une très grande pression pour rejoindre l'un ou l'autre groupe. Et je dis toujours, il y a 3 histoires. C'était Ben Laden, il a surpris les États-Unis, 3000 morts, c'est l'histoire officielle. Deuxième histoire, c'est Ben Laden. Mais Bush et Cheney sont criminels. Ils ont vu venir les attaques et les ont intentionnellement permises. 3000 morts, guerre pour les ressources naturelles, restriction du droit civique. Troisième histoire. C'était Ben Laden. Non, ce n'était pas lui à la troisième histoire. Les vidéos faites sur lui sont falsifiées. Les services secrets et les unités spéciales, les gens que j'analyse toujours, ce sont eux qui ont exécuté les attaques terroristes. Ils ont attaqué le peuple afin de proclamer la guerre contre le terrorisme. Ces 3 histoires sont là. Oui, je ne peux pas vous les dévoiler. Je les appelle surprises. Lee-Hop et Mi-Hop. Et j'argumenterai en disant qu'il faut toujours laisser le débat ouvert. Mais vous allez découvrir que si vous discutez sur le 11 septembre avec vos voisins, ça peut conduire aux querelles. Et ce n'est pas bon. En principe, cela devrait conduire à un examen plus approfondi de la politique internationale. Je peux seulement vous dire de quoi nous discutons dans la recherche. Ce sont les tours jumelles, un avion fonce là-dedans, et un avion fonce dans l'autre tour, et les tours s'écroulent. Pour la plupart des gens, c'est ça, le 11 septembre. À l'arrière-plan, c'est le World Trade Center numéro 7 qui s'est aussi écroulé le 11 septembre, mais aucun avion ne l'a touché. Ce qui veut dire que pour le moment, c'est pour moi la tâche de recherche la plus difficile. 2 avions, 3 tours, et ce n'est pas un détail, mais nous les historiens, nous devons le résoudre. Nous devons réussir à établir pourquoi ce 3e bâtiment s'est écroulé, même si aucun avion n'a foncé dessus. C'est le 3e bâtiment. Il s'écroule très rapidement. Dans le rapport de la commission du 11 septembre, qui a été publié en 2004, ce bâtiment n'est pas mentionné. Il manque une tour dans l'historiographie officielle. Le livre est mauvais. En fait, vous pouvez le jeter au feu. Car si vous avez l'enquête officielle de Bush sur la plus grande attaque de l'histoire, et il y manque une tour, alors ça ne va pas. À l'époque, j'ai travaillé au centre de recherche pour la sécurité de l'université à Zurich et j'ai visité les chantiers. Ils m'ont dit que le WTC-7 a probablement été dynamité. Et j'ai dit, non, il n'y avait pas d'explosion ce 11 septembre. Alors ils ont dit, si, voyez ici, vous devez regarder les coins, ils s'écroulent en chute libre. Excusez-moi, je reviens en arrière et je fais des va-et-vient. Ce n'était pas comme ça. Mais ce sont des moments décisifs sur lesquels la recherche va encore longtemps se casser la tête. Ou une explosion, ou le feu. Ça, c'est une autre histoire. Le gouvernement américain a présenté un rapport en 2008 où l'Institut national des normes et de la technologie des États-Unis a déclaré que c'est le feu qui avait causé l'effondrement du bâtiment. Et là, chacun doit décider librement. Je ne peux pas l'assumer. Vous ne pouvez pas vous imaginer la pression énorme qui est exercée sur la recherche. Pour comparaison, le Prim Tower à Zurich est le bâtiment le plus haut de la Suisse avec ses 126 mètres de haut. La tour numéro 7 du World Trade Center avait 170 mètres de haut. En Suisse, si ce bâtiment-là s'était écroulé en chute libre, les administrations auraient été là, l'université de Zurich aurait été là, l'université de Bâle aurait été là, et aussi le conseil fédéral, tout le monde aurait été là. Béton et acier ne devraient pas s'écrouler. Ce qu'on examine maintenant, c'est l'histoire de la colonne 79. C'est la colonne la plus importante du bâtiment. Le WTC-7 avait 81 colonnes d'acier, des colonnes très fortes, des colonnes d'acier comme ça. Elles sont verticales. Et cette colonne 79 aurait été déstabilisée par l'incendie d'un bureau et ce serait la raison pour laquelle tout le bâtiment s'est écroulé en chute libre. Vous pouvez réfléchir vous-même. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on discute de cela aussi au Japon. Vous allez bien sûr quelquefois sur Internet, peut-être vous avez visité ce site. Ça, c'est un homme politique japonais. Les Japonais n'ont pas de pétrole. Donc, ils veulent savoir, est-ce qu'il s'agit d'une guerre pour le pétrole, le gaz ou d'une chasse aux terroristes? Et les terroristes sont-ils toujours là où se trouve le pétrole, le gaz? Ou bien comment ça fonctionne? Et ils ont discuté de l'effondrement du VTC numéro 7 au Parlement. J'ai aussi parlé un peu de ce sujet avec les parlementaires suisses dans les coulisses. Un parlementaire a dit à l'autre, « Nous prenons ce sujet dans notre commission de politique de sécurité. » Et l'autre a répondu, « Non, il vaut mieux ne pas le faire. Nous sommes en train de discuter si nous achetons un avion de chasse ou non. Ces grandes affaires ne sont pas nos affaires. » Voilà, ça veut dire qu'en Suisse, on en discute seulement en secret. À l'université, la recherche est difficile et au ministère de la Défense, les recherches ne sont pas souhaitées. C'est-à-dire que nous sommes un peu bloqués ici.
Je suppose que c'est la même chose en Allemagne. Ce que nous avons, c'est que j'ai passé en revue les chaînes de télévision pour voir comment et quand on a rapporté cet effondrement du WTC numéro 7. Et donc, j'ai remarqué que les gens en savent très peu. En fait, vous en savez beaucoup plus. Mais je veux dire que la plupart des gens ne savent pas du tout que ce bâtiment s'est écroulé. Et la raison est qu'on ne l'a pas montré à la télévision. Et puis, j'ai cherché, et j'ai trouvé BBC World, l'a rapporté, puis je me suis réjoui. J'ai pensé, eh bien, elle existe encore, la télévision, le média de qualité. Et puis après, j'étais quand même déçu, parce que la BBC en avait fait le rapport trop tôt. Oui, ce n'est pas amusant. Ils l'ont rapporté dans les informations de 5 heures, et le bâtiment est tombé à 5h20. Et là, nous, les historiens, nous avons une règle. Toujours l'événement d'abord, et seulement après le rapport. Vous riez, oui. En fait, c'est quelque part un peu ridicule et quelque part, c'est profondément triste. C'est justement les deux, savez-vous, c'est ce dilemme dans lequel nous nous trouvons à présent. D'une part, nous aimerions rire, d'autre part, nous aimerions pleurer. Ce n'est pas très clair comment on doit gérer tout cela. C'est clair et net que la reporter James Stanley parle ici et que le bâtiment au fond est encore debout. Et nous l'avons contrôlé, c'est une image correcte. Et ce n'est qu'en 2008 que le directeur de la BBC World, Richard Porter, s'est excusé et a dit « We were working on an incorrect news agency report », ce qui signifie « excusez-moi ». Et puis il dit « We had this gentleman from Reuters ». Nous l'avons reçu de l'agence Reuters. Mais Reuters est la plus grande agence du monde. Donc ça ne s'améliore pas, ça s'empire. Et ce que nous avons à présent, c'est que les Américains sillonnent une région avec un camion sur lequel est écrit « Did you know a third tower fell on 9/11 ?» Ce qui veut dire « Saviez-vous qu'une troisième tour s'est écroulée le 11 septembre ?» Et en bas, c'est écrit « Building 7 not hit by a plane collapse in free fall ». Ainsi, le bâtiment 7 s'est écroulé. Voilà, vous avez alors les Américains qui le regardent. Ceci, c'est maintenant à San Diego 2013. Et cela aussi, c'est une situation grave, parce que les gens ne le savent pas du tout. Et tout d'un coup, une personne fait demi-tour, et comment pourrait-on alors gérer cette personne? Et c'est ça que nous avons à présent. Nous avons tous beaucoup d'informations assimilées. Et moi aussi, je le fais. Je le trouve des fois très fatigant. Mais il n'y a pas d'alternative. Je crois qu'on doit passer par là. C'est un moment de désillusion. Je veux dire, où on n'est plus trompé. Mais à mon avis, cette détromperie est nécessaire. Les optimistes sont en route ici-bas. Ils distribuent leurs traités. J'aimerais bien savoir ce qu'Edward Snowden dirait à propos du 11 septembre. Parce que la NSA possède certainement des données concernant le 11 septembre. Et nous n'avons pas encore reçu ces données. Peut-être nous les recevrons un jour. Entre-temps, cette dispute concernant le WTC numéro 7 continuera. Mais ce qu'on peut déjà en ce moment observer, c'est que les scientifiques, de même que les journalistes qui remettent cette guerre contre le terrorisme en cause, sont eux-mêmes diffamés comme terroristes et théoriciens de conspiration. Cela veut dire qu'ils risquent beaucoup s'ils communiquent de cette manière. Ce qu'à présent je fais depuis de nombreuses années. Et je vous le dis par ma propre expérience, vous avez toujours de nouvelles personnes qui disent « Tu es un cinglé ». Un théoricien de la conspiration. Bon, on ne m'a pas encore appelé un terroriste jusqu'à présent, mais vous serez attaqué. Il n'est pas possible que vous vous occupiez de ces sujets et que tout le monde s'en réjouisse. Vous ne pouvez pas vous attendre à cela. Reporters sans frontières disent que les journalistes d'investigation et leurs informateurs, même des États comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, les mettent maintenant dans la catégorie des terroristes. En tant que scientifique, j'ai besoin de journalistes qui font des investigations, et ça veut dire que s'ils ne peuvent plus faire leur travail, c'est sûr, nous n'aurons pas ces données. Puis, il y a une carte où on voit où l'information est encore correcte et où elle ne l'est pas. Là, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Où est notre place? La Suisse? 15e place. Eh bien, soit alors nous avons au moins la possibilité de nous réunir ici sans qu'on nous emmène après. C'est un plus. Réjouissez-vous. La carte n'est que partiellement vraie. Nous continuons. Un tour de force. Bon, la série en 2003. Le méchant dans ce jeu, Assad, lui, il doit être tué. Vous l'avez déjà vu? C'est Ben Laden, c'est Milosevic, c'est Assad, c'est Poutine. Cela change tout le temps. Ben Laden, n'importe où qu'il se trouve. Saddam Hussein, c'est toujours la politique qui chasse un méchant. Et quand il est mort, tout serait bien de nouveau. C'est comme ça qu'on l'explique. Évidemment, ce n'est pas vrai. En Syrie, nous avons une situation complexe qu'on nous explique ainsi. Les sunnites radicaux seraient la solution. Ce sont ces personnes-ci.
Mais ce sont exactement les mêmes personnes dont nous avons dit pour le 11 septembre qu'ils sont d'Al-Qaïda. La plupart des gens auraient été très confus si on n'avait pas du tout simplement changé les termes et si on avait dit « c'est l'armée syrienne libre ». Ok. Cela veut dire, l'information de guerre fonctionne de la manière suivante. Quand la même unité est votre amie pendant une année et l'année suivante elle est votre ennemi, alors vous devez la renommer. Ok? Et maintenant, il ne s'appelle plus Al-Qaïda, mais il s'appelle l'armée syrienne libre. Et ils se battent contre Assad et sont évidemment soutenus par l'Arabie Saoudite, qui sont aussi des sunnites. Et de l'autre côté, le Koweït, qui lui aussi soutient des sunnites. Et puis bien sûr, vous avez l'Iran et la Russie qui veulent garder Assad au pouvoir. Maintenant, ensuite, nous avions entendu l'histoire qu'il y a eu des enfants morts et qu'il y a eu des armes chimiques. Et à ce propos, Carla Del Ponte a dit « Nous avons des témoignages de médecins, de réfugiés dans le pays voisin et de personnels d'hôpitaux qui disent qu'on a employé des armes chimiques. Pas du côté du gouvernement, mais du côté de l'opposition. Ça veut dire, voici le gouvernement et voilà l'opposition. Évidemment, si on veut intervenir et bombarder Assad, il faut avoir une preuve qu'il emploie ces armes chimiques contre les enfants. Ok. Ensuite, c'est rentré dans les médias. C'était la grande catastrophe. Del Ponte soupçonne les rebelles. Les rebelles syriens auraient employé du gaz toxique. Les rebelles peuvent avoir employé du gaz neurotoxique. Del Ponte, des Nations Unies, dit qu'il y a des preuves que les rebelles syriens utilisaient le gaz sarin. Mais au fait, les rebelles sont ceux qui sont soutenus par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Ici, ça ne va pas du tout. Ici, le paysage médiatique s'est vraiment dirigé dans la mauvaise direction. Franco Cavalli disait « En Syrie, le seul cas affirmé de gaz toxique a été assigné aux djihadistes. Il semble qu'ils auraient reçu ce gaz toxique de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas tout à fait clair. Puis l'ONU a dit « Bon, alors nous ferons une analyse de ce gaz toxique. » Et ils sont entrés dans le pays le 19 août 2013. Le problème, c'est que nous avons tellement de conduites masquées de guerre que nous arrivons à peine à suivre. Ceci est maintenant la conduite masquée de guerre de l'an dernier. Et eux, ils sont entrés dans le pays le 19 août pour analyser l'attentat d'Alep en mars 2013. S'ils l'avaient analysé en toute quiétude, nous aurions probablement eu le bilan suivant. C'était les djihadistes. Et là, ça aurait dévoilé que les Américains, les Anglais et les Saoudiens étaient dans le mauvais camp. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous avez un nouvel attentat. Le 21 août, 2 jours après l'arrivée de l'ONU, un nouvel attentat. Plus de morts. Et voyez, c'est ça la guerre masquée. Des images comme celle-ci, la mort, des enfants tués par des armes chimiques. On a toujours cette impression que nous devrions à nouveau faire la guerre pour sauver les enfants. Et précisément ça, c'est faux. Mais ça fonctionne parce que les informations ultérieures sont les suivantes. Obama va-t-il envahir la Syrie? L'Occident ne doute guère de la culpabilité d'Assad. Obama et Cameron menacent Assad. Merkel aussi soupçonne Assad derrière les attaques de gaz toxique. Donc pour moi, en tant qu'historien, c'est en août 2013, excusez, je retourne, c'est en mai 2013. Ils peuvent échanger les groupes tout de suite, et si quelque chose tourne mal, ils ont seulement besoin de l'arranger un peu, et c'est fou, c'est vraiment fou. J'étais une fois avec Eric Gisling au Koweït. Arnold Oettinger, lui aussi, était là, et Ulrich Tilgner. Et nous avons... La situation au Proche-Orient est compliquée. On ne l'a pas seulement besoin de distinguer entre sunnites et chiites, mais c'est vraiment un domaine étendu. Et son estimation, je la trouve bonne. Il a dit, ça aurait aussi pu être des terroristes Al-Qaïda qui aimeraient entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre. C'est possible aussi. Il utilise aussi le terme de terroristes d'Al-Qaïda. Il ne les appelle pas l'armée syrienne libre. Il a déjà tout compris, il s'est détaché lui-même de cette propagande. Je pense que c'est un homme bien. Mais maintenant, on a parlé de tous les sujets, car l'Ukraine, nous l'avons déjà eu, et je crois que nous n'avons pas besoin de le répéter. Alors, j'aimerais bien passer à la conclusion. Premièrement, comme scientifique ayant des expériences de longue date, je peux vous assurer que la guerre masquée existe. C'est un fait. Demain, ce sera pareil, et après-demain aussi. C'est la première chose. Deuxièmement, la guerre masquée est difficile à élucider et elle gêne énormément le mouvement pour la paix. C'est un dégât gigantesque pour le mouvement de la paix et je ne peux que vous recommander d'observer de façon critique cette manière de tuer et de mentir. Troisièmement, et ce sera la dernière chose que j'aimerais vous communiquer, j'aimerais vous recommander expressément de comprendre que cela n'est qu'une minorité absolue. On l'appelle aussi « the crimes of the 1%», c'est-à-dire les crimes du 1%. Il n'en est pas ainsi. Ça, j'aimerais surtout le dire aux jeunes qui sont dans cette salle. Il y a beaucoup de jeunes ici, je ne veux pas dire que c'est le comportement normal des hommes. Ce n'est pas le comportement normal, mais c'est un comportement de psychopathe. Cela devrait être étudié, bien sûr, de manière approfondie, mais
Pour la recherche, c'est très difficile de traiter le sujet, parce que très souvent, nous n'avons pas du tout le droit de dire que ça existe. Mais j'aimerais vous encourager à vous orienter sur des exemples concrets. Prenez un pays et prenez une date et déclinez-le de part en part, n'importe quel pays, celui que vous voulez. Et discutez-en avec quelqu'un d'autre et faites-vous votre propre opinion. Ce qui est vraiment important, c'est que chacun puisse se faire ouvertement sa propre opinion. Dans ce même esprit, je vous souhaite beaucoup de force pour la paix et toute la chance dont vous aurez besoin. Ja,